Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l'alerte alors « Les peurs des gens sont très utiles à certains ». C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour que l'on peut se réapproprier sa liberté. Un roman qui vous fait voir le monde autrement. Il vous intéresse? Consultez le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. Comme ils en avaient l'habitude chaque semaine à l'issue du Conseil des ministres, chacun avait ses entrées auprès de tel ou tel ministre qui, off-record, se faisait toujours un plaisir de laisser fuiter quelques informations, afin de s'attirer les bonnes grâces du journaliste qui saurait lui renvoyer l'ascenseur le jour venu. Mais là, les journalistes amassés à la porte du palais restèrent sur leur faim. Les membres du Conseil sortirent un à un, l'air grave, la tête droite, le regard comme rivé sur un point fixe au loin. Et ils demeurèrent parfaitement silencieux, totalement muets. Du jamais vu. Impossible d'obtenir la moindre confidence, la moindre miette d'information. Rien. Pourquoi? Parce que c'était un conseil de défense, comme l'avait décidé le président, et que chaque membre était dès lors tenu au secret le plus absolu. La moindre fuite lui coûterait 7 ans d'emprisonnement. Mais pourquoi un conseil de défense sur un tel sujet? Se demanda alors un journaliste. La réponse lui vint quand il se remémora l'allocution télévisée du chef de l'État. « Le pays est en guerre », avait déclaré le président. « En guerre contre la mort. » Chapitre 2. Mener une guerre n'est pas une mince affaire, et le président s'arrogea les services d'un cabinet de conseil américain pour près d'1 million d'euros par mois. Certains s'interrogèrent. N'y a-t-il pas de consultants compétents dans le pays pour qu'il faille choisir des étrangers? D'autres firent remarquer que c'était le cabinet qui avait conseillé le président dans sa campagne électorale, sans facturer d'honoraires. N'était-ce pas le moyen de régler sa dette avec l'argent du contribuable? Mais je me refusais à prêter attention à ces médisances. On ne peut pas empêcher les mauvaises langues de s'exprimer, mais on peut renoncer à les écouter. Je me souviens de la première annonce du président, que j'avais regardée en différé. Ma position de jeune ingénieur me conduisait à rentrer assez tard chaque soir, et mon plaisir était alors de m'affaler sur mon canapé ultra moelleux avec un plateau repas et de regarder la télé sur mon écran géant. J'oubliais tout et me laissais absorber par les images d'une chaîne d'infos en continu m'offrant des nouvelles de ce qui s'était passé dans le monde pendant la journée. Le président annonça que la première bataille viserait la plus injuste des morts, celle qui survient sans prévenir lors des accidents de la route. Tout ça parce que vous avez, pendant une fraction de seconde, manqué de vigilance, commis une petite erreur, ou, pire encore, subi celle des autres. Plus de 3000 morts et 70 000 blessés chaque année. Une catastrophe nationale qui touchait aussi tous les pays, des centaines de milliers de morts dans le monde et des blessés par millions. Un carnage planétaire. Il fallait agir. De toute urgence. Les journaux télévisés commencèrent à diffuser des reportages terrifiants. On vit des pompiers découper la tôle de voitures renversées et déformées par les chocs pour en sortir des blessés agonisants. On regarda des urgentistes se précipiter pour tenter de ramener à la vie des personnes inanimées, au visage tout échymosé. On écouta des victimes raconter l'horreur qu'elles avaient subie, comment elles avaient été meurtries dans leur chair, parfois anéanties. Des personnes racontaient la terreur vécue dans l'accident dont elles étaient sorties miraculeusement vivantes. Chaque jour apportait son flot de nouveaux reportages, de nouveaux témoignages. Les médias se mirent à annoncer chaque jour le nombre de morts de la veille, le nombre de blessés admis à l'hôpital, le nombre de mourants en réanimation. On ne pouvait pas allumer la radio ou la télévision, ni ouvrir un journal sans être happé par cette information brutale, glaçante, implacable, incessante. À chaque annonce, j'avais le sentiment que la mort se rapprochait un peu plus de moi, me guettait, me cernait, me menaçait dans ma chair. Je me mis à voir ma voiture différemment. Moi qui l'avais aimée pour sa ligne et son confort, moi qui l'avais toujours vue comme un instrument de liberté, j'appris à m'en méfier, à rester sur mes gardes, avec en permanence à l'esprit l'idée qu'elle pouvait causer ma perte. Petit à petit, je me mis à en avoir peur. Un matin, alors que je descendais dans le parking souterrain de mon immeuble, à l'atmosphère renfermée et au silence inquiétant,
j'aperçus ma Peugeot, tapie dans la pénombre comme un ennemi en embuscade. Le métal sculpté du blason de la marque brillait légèrement. Le lion rugissant semblait prêt à attaquer. Sur la place d'à côté, la BMW de mon voisin, calandre en mâchoire de requin, paraissait sur le point de me dévorer. Un peu plus loin, le logo d'une Jaguar me fixa de ses yeux pénétrants, gueule ouverte sur d'horribles crocs menaçants. Jamais je n'avais réalisé ce qui me sautait maintenant aux yeux comme une évidence. Les voitures avaient la mort dans leur ADN. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime. Je laisse mon avis. Et je partage la vidéo.